Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Voix Off. Je suis très content de vous accueillir sur un nouvel épisode. Aujourd'hui un épisode exceptionnel puisque j'accueille Paul Couder, donc Paul qui est un sportif de haut niveau, vous allez voir, donc dans du sport extrême, il va nous expliquer un petit peu tout ça. Juste avant de démarrer, évidemment, je vous rappelle comme d'habitude le petit pouce sur la vidéo YouTube. Abonnez-vous parce que j'ai beaucoup de personnes qui regardent mais qui n'ont pas encore pris le pli de s'abonner, donc ça vous prend quelques instants, une petite pause sur la vidéo et puis c'est très rapide. Et puis vous pouvez laisser aussi votre petit commentaire. Voilà, on démarre sans plus tarder, j'ai pas beaucoup plus à dire. Évidemment, retrouvez-nous sur Facebook et sur Instagram comme d'habitude. On accueille Paul et on démarre cet épisode. C'est parti. Salut Paul. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors, tu es la première personne, quand j'ai préparé cette émission, tu es la première personne qui a sa propre fiche Wikipédia que je reçois sur mon émission, donc c'est très cool. Et ça m'a beaucoup aidé du coup pour préparer un petit peu ça. Alors, je me suis dit que j'allais en profiter pour faire très rapidement ta petite présentation, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens de notre génération qui te connaissent, mais il y a probablement aussi d'autres personnes, d'autres générations qui vont te découvrir au travers de cette vidéo, donc c'est très cool. Très rapidement, alors j'ai repris du coup la fiche Wikipédia. Il y a marqué Paul Couder, né à Auch en France le 4 septembre 96. C'est ça. Sportif professionnel du VTT slopestyle et freeride français. Parfait. Donc ça, je pense que c'est un truc qu'on va devoir détailler un peu plus. Il participe en 2012 au Freeride Mountain Bike World Tour, compétition internationale qui regroupe les meilleurs coureurs de la discipline. Et au terme de l'année 2023, il se classe 5e de la compétition au niveau mondial et meilleur français. Il se fait connaître pour des figures créatives et atypiques dont certaines n'avaient jamais été réalisées auparavant, telles que le Half Cab Flair. C'est ça. Parfait. J'ai révisé. Nickel. Voilà, déjà on a perdu la moitié de l'audimat. Il y a 2-3 notions sur lesquelles on va devoir revenir. Alors je précise avant de commencer que toi, tu es né à Auch, mais par contre tu as grandi ici. J'ai vu donc Lissac et Moret et actuellement tu es à Figeac. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Je suis né à Auch parce que ma mère est d'origine du Gers du coup. Et je crois que j'ai vécu peut-être 1 an là-bas, mais après je suis direct venu ici parce que mon père est plus d'ici. D'accord. Donc ouais, c'est vrai que j'ai pas de souvenirs de là-bas et moi j'ai grandi ici, ouais. Ok. Alors, je pense que pour introduire un petit peu le sujet, je vais passer quelques extraits, évidemment quelques images pour que les gens imaginent bien. Mais déjà, est-ce qu'avec tes mots, tu peux expliquer déjà la discipline dans laquelle tu performes, dans laquelle tu es professionnel depuis pas mal d'années? Est-ce que tu peux expliquer en quoi est-ce que ça consiste déjà? En quelques mots du coup, donc le VTT Freeride Slopestyle, c'est comparable un petit peu au ski de boss parce que du coup voilà, on va faire des enchaînements de figures sur des bosses qui vont s'enchaîner, donc on appelle ça des modules. C'est jamais les mêmes bosses, on peut déjà avoir des appels avec une réception en terre et puis des fois on peut plus sauter dans le vide et puis sauter avec des petites rampes. Enfin, c'est vraiment il y a rien qui est standard quoi. Ouais, et après sur chaque module, on va faire des figures. D'accord. Et les compétitions, voilà, ça va être un enchaînement de figures sur une ligne de boss. Il n'y a pas la notion de temps qui rentre en jeu, donc c'est pas une course, c'est vraiment faire le plus beau passage possible. C'est plus esthétique, on va dire. Ouais, moi je compare ça même à de l'art, hein. C'est du sport mais qui est de l'art parce que du coup il n'y a rien qui est imposé, on peut venir créer notre propre style, propre figure, même si maintenant ça devient de plus en plus compliqué parce que le niveau a tellement augmenté et ça s'est tellement professionnalisé que c'est dur de trouver de nouvelles figures. Voilà, donc sinon le sport c'est vraiment ça va être des figures dans les airs avec un vélo et il y a des critères de notation qui sont l'amplitude, la propreté, la fluidité, la difficulté des figures et un petit peu l'impression générale sur le passage qu'on appelle un run. Ok. Du coup, il y a beaucoup de termes en anglais. Ok. C'est quoi la différence du coup là? Je vois marqué slopestyle et freeride. C'est quoi la différence entre les deux? Alors le slopestyle, c'est la discipline par laquelle j'ai vraiment commencé, qui est ce que je viens d'expliquer ici sur une ligne de boss qui est déjà construite en fait par les événements, par les organisations, ou par moi-même si je tourne une vidéo. Le freeride, ça va plus être dans un terrain encore plus naturel. Que ce soit en montagne où il y a une compétition qui est très célèbre aux États-Unis qui s'appelle la Rampage, c'est dans le Grand Canyon, donc en fait c'est vraiment on va rouler sur des falaises et faire des sauts en fait de falaise en falaise et c'est des figures qui sont un petit peu moins techniques parce que du coup le vélo est plus gros, c'est un vélo avec plus de débattement, plus de suspension.
Donc il y a un petit peu plus d'engagement dans le freeride. Il y a le ski freeride qui existe, le snowboard freeride. C'est vraiment, on voit les gars qui partent d'un sommet d'une montagne et qui vont jusqu'en bas en faisant un petit peu des figures sur ça. Et donc ça s'appelle le freeride. C'est vraiment le qualificatif, on va dire, du fait d'être dans un terrain naturel. Exactement. Et, voilà, un terrain naturel qui est pas trop aménagé en fait. Et du coup, on va essayer vraiment de passer à des endroits qui sont très vertigineux, très exposés dans la pente très raide. Venir faire des gros sauts avec des gros freinages. Et ça, c'est une discipline vers laquelle je me suis aussi tourné il y a 3-4 ans. D'accord. Parce que premièrement, c'est complémentaire avec ma première discipline. Ouais. Et en fait, ça me sert moi à avoir un package vraiment complet quoi, pour tout. Quoi. Et du fait que ce soit donc dans des conditions un peu naturelles et un peu aléatoires, on va dire, ça augmente aussi le risque parce qu'il y a certainement des terrains sur lesquels les gens sont jamais allés, ils y vont pour la première fois et tu calcules pas trop le risque. Exactement. En fait, dans le freeride comparé au slopestyle, si on vient à rater une figure ou à rater une réception, les répercussions sont beaucoup plus dramatiques parce qu'il y a des endroits, il y a des falaises, faut pas rater. Quoi. Ouais, parce que même pour aller récupérer la personne, c'est difficilement accessible. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est une notion de danger qui est différente, de contrôle, de maîtrise du vélo qui est différente, mais qui, voilà, moi, mon background de slopestyle m'aide énormément pour cette discipline-là. D'accord. Le freeride va m'aider pour le slopestyle, pour les trajectoires et tout ça. Et donc, c'est vrai que maintenant, je fais vraiment les deux. Ouais. Et je consacre 60% de mon entraînement au slopestyle et 40% au freeride. Et le but, vraiment, c'est de faire les deux au plus haut niveau possible. D'accord. Ouais. Et alors, pour être clair, du coup, aujourd'hui, tu vis à 100% de ça? Ouais. Ok. Depuis à peu près 5-6 ans. Ok. Ouais. Ça se passe comment? Il y a des fédérations qui te suivent? C'est que de la sponsor? Comment tu vis concrètement? Nous, on n'a pas de fédération. On a juste le Freeride Mountain Bike World Tour qui est la fédération mondiale, mais qui est juste une fédération qui permet de créer un tour pour faire des compétitions en fait à travers le monde. Mais elle nous aide en rien, cette fédération, et on n'est pas associé à la FFC qui est la Fédération Française de Cyclisme. D'accord. Donc en fait, moi, 80% de mes revenus, c'est le sponsoring. Donc voilà, moi j'ai des marques qui me donnent un budget à l'année et en contrepartie, moi j'offre de la visibilité à ces marques-là en utilisant leurs produits, en les promouvant sur Instagram, sur les réseaux sociaux en fait, les vidéos. Et après, il y a une petite part de revenus qui vient aussi des prize money sur les compétitions. Et voilà. Ok. Et parce que donc ça veut dire que là, quand tu parles de dimension artistique, elle est d'autant plus vraie que en fait toi c'est un milieu très lié à l'image. Et en fait aujourd'hui j'ai évidemment suivi comme beaucoup de gens du coin la série de vidéos My Work que tu avais fait sur YouTube. Et donc en fait ça veut dire que t'as aussi, enfin la vidéo a une place importante en fait dans ta carrière. Exactement. De nos jours en fait l'aspect purement compétition il est important, mais en fait c'est dur de faire une carrière maintenant qu'en faisant que de la compétition. Il faut aussi venir faire de l'image et communiquer le mieux possible sur sa personne et être le plus créatif possible parce que c'est vrai que de nos jours, ce n'est pas présent sur l'aspect vidéo, l'aspect photo, c'est très compliqué de faire une carrière, quoi. Excuse-moi, c'est plus important du coup le côté. Ça me fait penser au catch, ce que tu dis. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est tout aussi important en fait le côté je ramène du monde et j'ai de la visibilité que la performance en tant que telle. J'ai envie de dire qu'il faut les deux. Si tu veux être un athlète au meilleur niveau, il faut performer sur les compétitions et être bon dans l'aspect communication et médias. Il y a des athlètes qui arrivent à faire des carrières sans faire de compétition et juste en faisant l'aspect médiatique, photo, vidéo et ça, c'est ça qui est intéressant. Mais de nos jours, même en 2024-2025, c'est encore plus dur de faire une carrière que sur l'aspect médiatique parce que on a de plus en plus accès à pouvoir être filmé proprement et faire de belles choses. Il y a 10 ans, c'était cool de commencer à faire vraiment de belles vidéos part comme j'ai fait les MyWar et tout ça parce que ça se faisait pas. D'accord. Faire des figures innovantes, faire de belles vidéos, ça se faisait pas beaucoup. Mais maintenant, ça se fait beaucoup plus, donc c'est encore plus compliqué de sortir du lot. Et le niveau des prods, du coup, monte d'autant plus, quoi. Voilà, des prods, de l'accès à vraiment du matériel de qualité, c'est quand même plus facile qu'avant. Bien sûr. Donc maintenant, pour faire des vidéos qui sortent du lot, c'est compliqué. Ok. Alors, j'aime bien du coup, généralement dans les vidéos, parler un petit peu des débuts, essayer de retracer. Donc, je pense qu'on va partir un petit peu dans cette direction pour essayer de comprendre aussi comment t'en es arrivé là.
Premier souvenir que tu as d'un vélo, j'ai vu que tu avais commencé à 10 ans au VTT Club de Figeac. Ouais. C'est quoi tes premiers souvenirs du coup, sur un vélo? Mes premiers souvenirs, moi, c'est quand j'étais chez mes parents, du coup, à Lissac et Mouret, et que mon père m'a aidé à construire en fait une bosse pour s'entraîner dans leur jardin, quoi. Donc on a fait un bon tas de terre avec une pelle mécanique. Après, on a construit une rampe en bois avec mon père. Là, je sais pas quel âge j'avais, mais je me souviens que je rentrais de l'école en courant juste avant la nuit pour vite aller faire 20 minutes de vélo quoi en hiver, et après je faisais les devoirs. D'accord. Mais donc ça, je sais pas exactement l'âge que j'avais, mais voilà, c'était 9-10 ans, et en même temps, j'étais du coup au club à Figeac, mais c'était plus de la randonnée en fait, du cross-country. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au début, tu te destinais pas à toute la partie. Moi, en fait, j'étais au club avec les petits, et il y avait les grands le mercredi après-midi, je crois, que je croisais, et je les voyais, ils faisaient un peu des sauts avec les vélos. Il y a du coup David Desnoes qui est de Figeac d'ailleurs, et lui, il m'a beaucoup inspiré parce que je voyais ça et je me dis c'est trop cool quoi. Donc même avec mon vélo de randonnée, c'est vrai qu'à chaque fois moi ce qui me plaisait, c'était un petit peu de soit descendre un peu vite, soit faire des sauts sur les côtés, essayer quelques figures, et du coup moi mon vrai premier souvenir, ça a été chez mes parents à Lissac, ouais. Ok, et donc tu fais du country pendant un certain temps, donc ça c'est la discipline qui vise à... En fait, c'est purement, enfin, c'est athlétique, quoi. Le cross-country, voilà, c'est vraiment un sport cardio avec la performance. C'est vraiment d'aller le plus rapidement possible sur un circuit, aller sur plusieurs kilomètres. C'est athlétique, ouais. Il y a moins de notions, même s'il y a quand même de la technique, hein, il y a moins de notions de technique. Ok. Et donc ensuite, le déclic avec le slopestyle et tout le reste, ça se fait à quel moment? Je dirais quand j'ai eu 12-13 ans, après qu'on a commencé à avoir l'accès à internet et tout ça, j'ai commencé à voir des vidéos sur YouTube. Je me souviens à l'époque, moi j'étais fan des Canadiens parce que c'est là un peu où le sport a débuté. À Whistler au Canada, donc à l'ouest du Canada, il y avait beaucoup de vidéos, et donc moi je regardais ça, j'étais comme un fou quoi. Et donc après avec cette bosse là que j'avais dans le jardin, je m'y croyais de ouf quoi. J'étais trop content de faire ça, et et après il y a eu donc ma première compétition qui s'appelait le WRT, c'était le World Ride Tour, ça a été du côté de Montpellier là-bas. Et donc je crois que j'avais 13 ans quand j'ai participé pour la première fois. Et donc je m'entraînais juste ici moi tout seul en fait avec mon frère, et je tombais, on se filmait, et donc dans ma tête j'étais sûr que je ferais un bon truc là-bas sur cette compétition, mais sauf qu'en fait je suis arrivé là-bas, il y avait des mecs mais tellement plus forts que moi, et j'étais ultra stressé et je gérais très très mal mon stress, donc j'ai fait n'importe quoi et j'étais dégoûté. Et le stress a été un gros problème pour moi pendant tout le début jusqu'à ce que j'ai 16-17 ans, c'était très compliqué de gérer le stress en fait. D'accord. Mais ça a commencé un petit peu plus sérieusement sur cette première compétition dans Montpellier. Tu sais que j'ai parlé à certaines personnes, je parlais de ton profil à certaines personnes autour de moi, il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient des souvenirs de toi au Pradj, puisqu'en fait on a quelques... il y avait le skatepark aussi à Figeac. Tu t'es entraîné là-bas. Je faisais aussi, qui est vraiment, c'est vraiment cool qu'ils aient fait ça d'ailleurs. Oui, bien sûr, j'allais aussi pas mal au skatepark à Figeac où j'arrêtais pas quoi. Et puis après à une époque, il y a même eu sur les dunes de sable là vers les crêtes, on avait fait une bosse avec des copains, et là j'y allais tout le temps. Et après il y avait une équipe de jeunes un petit peu plus âgés que moi qui avait fait un terrain à Asprières aussi, donc dans l'Aveyron. Et donc moi j'allais pas mal là-bas aussi pour m'entraîner quoi. J'essayais d'aller juste partout. Là où tu pouvais. Là où je pouvais. Et du coup, sachant que c'est une discipline qui est quand même relativement risquée, il y a quand même le risque est là. Tu as eu l'adhésion de ta famille relativement rapidement. Tu nous parlais de ton papa. Est-ce que tout le monde adhérait, ou il y avait quand même cette notion de risque qui était bien présente? Ils n'ont pas eu trop le choix. D'accord. Non, mais après, de toute façon, j'ai commencé quand même très très jeune. Je sais pas quel âge j'avais, mais mes parents m'avaient acheté une moto parce que mon père fait de la moto, faisait beaucoup de motos. J'avais une petite moto de cross quand j'étais tout petit. D'accord. On a toujours vécu dans ça quand même. Je veux dire, au final, c'est quand même mon père qui m'a aidé à faire cette bosse et tout, donc il adhérait quoi. Et je sais que ça faisait peur à ma mère et ça lui fait toujours très peur, mais même à mon père en fait, ça fait peur aux deux. Mais bon, je me souviens de ma première vraie grosse
chute quand, je sais pas, c'était sur cette bosse-là, du coup, chez mes parents, où j'ai fait une grosse, comment on dit, une conclusion, Commotion, ouais, d'accord. Commotion. Okay. Où je m'étais vraiment râpé toute la tête, j'avais eu des points de suture partout, et là, je sais que ça les avait un peu refroidis. Et moi, je me souviens de le lendemain, le seul truc que je voulais, c'était refaire du vélo, quoi. Mon vélo, je l'avais explosé, et ma tête a été gonflée comme ça, mais là, ça m'avait pas vraiment refroidi, quoi. Truc, Et non, je pense que ça leur a toujours fait un peu peur. Après, ils ont vu que j'étais pas non plus, je suis pas vraiment casse-cou, quoi. J'aime bien rester dans la maîtrise. Après, bon, c'est sûr qu'on peut pas éviter toutes les chutes, mais j'ai jamais été trop casse-cou. Donc, ouais. De toute façon, pour être professionnel, je suppose qu'il faut aussi à un moment donné maîtriser un minimum ce que tu fais. Tu pars pas tête pliée en tête. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas la discipline, mais t'es complètement fou. Pas du tout, en fait. Si on est complètement fou, tu peux pas faire une carrière parce que t'es tout le temps blessé. Et du coup, bah, tu peux pas performer, tu peux rien faire. D'accord. Ouais. Ok. Je me voyais pas non plus parler de cette interview et de toi sans parler de ton frère. Parce que je sais que ton frère Adrien te suit à peu près partout depuis le début. Depuis toujours. Et il a une place importante, j'ai l'impression, et dans le perso et dans ta carrière. Et puis lui-même aussi, il a une carrière un peu de freelance, si je me trompe pas. C'est ça. Donc tu peux nous en parler vite fait? C'est ça, ouais. Moi, Adrien, on a grandi ensemble, on a 3 ans d'écart, donc on est super proches. Et il faisait même un petit peu du vélo avec moi au début. On passait vraiment toutes nos après-midi ensemble, tous nos week-ends. Donc c'est vrai que il a une part qui est hyper importante pour moi parce qu'il a un esprit qui est aussi super créatif. D'accord. Mais vu que lui, il fait pas de vélo, il a aussi une ouverture d'esprit qui est différente de la mienne parce que moi, c'est vrai que quand je vais rechercher des figures qui sont innovantes et créatives, je vais quand même rester un petit peu dans l'aspect vélo. Et Adrien, qui vient du parcours et du freerun, il a une gestuelle dans les airs et une notion de l'espace qui est différente de la mienne. Donc c'est vrai que beaucoup de figures, comme tu disais dans les MyWar, elles ont été trouvées par Adrien. Donc ça c'est sur l'aspect créatif. Et même quand je viens travailler des figures qui sont de la rotation, par exemple, quand on vient faire un salto avec une vrille, je me souviens à l'époque, quand j'ai voulu apprendre cette figure-là, j'avais beaucoup de mal. Et Adrien, lui, a réussi à me donner beaucoup de conseils que moi j'aurais jamais imaginé, qui m'ont fait accomplir cette figure en fait. Et c'est vrai, et il me connaît très bien, donc forcément il sait quoi me dire, il sait sur quoi travailler. Il me suit aussi beaucoup sur les compétitions parce que ça permet d'avoir aussi un œil extérieur et de voir un petit peu le niveau général, parce que c'est vrai que quand moi je m'entraîne sur les compétitions, on peut pas voir tout ce que font les autres. Adrien, lui, il arrive à voir et connaît le sport parfaitement. Donc on est très proche avec Adrien. J'ai l'impression qu'il le vit autant que toi en fait, ta carrière. Ah oui, là. Je me souviens, j'avais une émission le dimanche matin. Riding Zone. Riding Zone, exactement. Tu avais été interrogé, vous avez fait tout du parcours et tout, et on voit vous partez en Suisse. Et genre il y a un moment où il y a un point de vue de lui où tu sens qu'il est à 10 000, autant voire plus, autant que toi, quoi, clairement. Je t'enverrai une vidéo de lui aussi sur la plus grosse compète du coup au Canada. Une vidéo de lui pendant mon run, c'est assez rigolo. Il le vit à fond, c'est clair. Si on reprend un petit peu par rapport à ton parcours et qu'on continue un peu l'historique, donc tu nous as dit première compétition aux alentours de 2012 moi je crois que j'avais 12-13 ans, donc je sais pas en quelle année ça tombe environ. Et donc tu fais cette compétition, ça se passe pas trop bien par rapport au stress, mais est-ce que déjà du coup tu commences à sentir que tu vas partir dans cette voie-là? Est-ce qu'il y a des gens aussi qui commencent à te repérer peut-être? Comment ça se passe? Sur cette compète-là, je crois que non, je m'étais pas trop fait repérer, mais on y était retourné du coup, il me semble, l'année d'après, donc je devais avoir 14 ans. Pareil, j'ai eu gros problème de stress, mais par contre à côté, quand la compète elle a été terminée, il y avait juste une petite bosse où on s'amusait à rider là-bas, et déjà il y avait un gars qui avait une marque de vêtements qui m'avait un petit peu repéré. Donc c'était un premier sponsor, bon, vêtements. Donc moi ça me rémunère. C'était déjà énorme. Mais pour moi c'était ouf. Bien sûr. Du coup c'était ça, et après je pense que quand j'ai eu 14-15 ans, j'ai participé en amateur au FIS à Montpellier, qui est Festival International des Sports Extrêmes, qui est un rassemblement quand même relativement important et connu. Donc ça c'est, et puis ensuite vers 16-17 ans avec mon père, on allait en voiture du coup sur des compétitions du World Tour en Suisse, en Espagne, peut-être en Allemagne aussi, mais pareil, du coup c'était ça faisait partie du championnat du monde, mais c'était le plus bas niveau. D'accord. Donc en gros,
tout le monde peut y participer. Ouais, parce que c'est ce que j'allais te dire. Comment tu fais? Parce que n'importe qui peut pas arriver en fait et rentrer sur ces compétitions. Non, c'est ça. Donc du coup, quand j'ai commencé à performer au niveau amateur, je me souviens qu'au FIS à Montpellier, du coup, j'avais fini 2e, je crois, en amateur. Okay. Donc là, je commençais déjà gentiment à arriver à poser des runs comme il faut et à voir que quelque chose était possible. Et je crois qu'ensuite, l'année d'après, quand j'ai eu 15 ou 16 ans, je me suis inscrit en pro au FIS. Et il y avait des préqualifications, donc je crois qu'on était à peu près entre 70 et 80, et ils en prenaient 5 pour aller vraiment dans la cour des grands et participer à la compète. Et là, j'étais passé, en fait, je crois que j'avais fini 3e. Donc là, déjà, je sentais qu'il y avait quelque chose de possible, voilà, ça commençait. Et donc après, le World Tour, ça fonctionne, en fait, ça a des grades. Il y a le bronze, silver, gold et diamond. Donc en fait, le FMB bronze, tout le monde peut y participer. D'accord. Il faut juste se rendre sur la compétition, s'inscrire et là tu prends le départ. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire gentiment avec mon père. Ça a marché un petit peu, ça a commencé. Donc j'ai pu avoir assez de points pour intégrer les silver. Et donc là, à cet âge-là, à cette période-là, je devais avoir peut-être 17-18 ans. Donc pareil, ça commençait à marcher, mais gros blocage au niveau du stress encore qui me permettait pas de rouler à mon meilleur niveau, quoi. Et du coup, j'étais vraiment bloqué par ça. Et c'est vrai que quand j'ai eu, en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a énormément aidé à gérer mon stress. Parce que du coup, c'était un gros problème pour moi. Donc j'ai rencontré des gens, des sophrologues, un petit peu des kinésio, des trucs comme ça. Voilà, magnétiseurs, tout ça. Ça a jamais vraiment fonctionné, quoi. Et à partir du moment où j'ai rencontré du coup cette personne-là, ça a de suite matché et cette personne-là a vraiment réussi à cibler ce que j'avais besoin de travailler pour atteindre la meilleure version de moi-même. Et c'est vrai que petit à petit, je pense après quand j'ai eu, c'était en 2019. Donc là, 2019, c'est il y a 6 ans. Donc j'avais 21 ans. Là, j'ai réussi à accéder au plus haut niveau qui était le Diamond Series. Donc là, c'est les 14 meilleurs du monde qui sont invités. Et donc j'ai réussi à intégrer ça parce que j'ai eu, ça s'appelle une wildcard, c'est une invitation. Parce que j'avais bien géré au FIS du coup en pro, j'avais fini je crois 6e ou 5e, j'avais une wildcard pour participer à un Diamond en Autriche. Et donc là, à ce moment-là, j'étais déjà beaucoup plus serein dans ma tête et tout ça. Et là, sur cette compétition Diamond, j'ai fini 4e. Donc là, ça m'a fait assez de points pour rentrer dans ce tour-là. Mais c'est vrai que pour moi, ce qui m'a fait vraiment passer un cap, c'est d'avoir rencontré psychologiquement, d'avoir eu ce déclic. Ce coach mental avec qui je travaille encore aujourd'hui. Toujours. Il me suit énormément. Et après, pour tout ce qui, je me posais la question, même que ce soit à l'époque où tu étais amateur ou maintenant, je sais pas, est-ce qu'il existe aussi des coachs, bon, t'as Adrien du coup, mais est-ce qu'il existe des coachs aussi, j'allais dire, sur la partie purement technique, esthétique, comment tu gères ça? En fait, c'est ça qui est compliqué dans le slopestyle, c'est que c'est pas comme le foot où tu vas amener ton gamin au club de foot, il va avoir un entraîneur et puis ça va faire départemental. Je dirais que dans le foot ou des sports comme ça, c'est un chemin qui est assez marqué. Dans le slopestyle, non quoi. C'est vraiment tu te débrouilles avec ce que t'as, tu construis tes propres structures d'entraînement et non, il y a pas de coach technique. Donc après, moi je sais que ce qui m'a énormément aidé, c'est de me filmer, de voir ça va pas, de comparer avec une vidéo que j'ai vue sur internet d'un gars qui arrive, cette figure, je dis alors lui il part comme ça, moi je pars comme ça. On a passé des heures avec mon frère à comparer sur le téléphone. C'est comme ça en fait. Et moi j'ai de la chance d'avoir Adrien qui m'aide sur ça. Qui a un œil extérieur un peu. Voilà, c'est ça. Après, après ça reste quand même un sport où il y a quand même une ambiance qui est ok entre les athlètes. Donc c'est vrai que quand tu vas t'entraîner à un spot et peut-être qu'il y a un autre gars et tu dis toi pour faire cette figure tu pars comment, il va te dire. Donc il y a un partage quand même, il y a un côté communautaire, etc. qui est plutôt cool quoi. Ça va, ça va. C'est pas comme souvent dans les disciplines créatives, c'est vrai que ça c'est un truc j'ai l'impression qu'on retrouve.
Je fais du design graphique de temps en temps. Ouais. Et c'est un truc, enfin, c'est une discipline moi que j'aime beaucoup. J'ai faisais une discipline assez précise qui s'appelait le web créatif. En gros, c'est le fait de créer des sites internet, mais très immersifs. Ouais. Avec de la 3D, du sound design, des trucs comme ça, tu vois. Donc, je suis assez mordu de ça. Et il y a les mêmes rapports un peu entre les gens, tu vois, très, beaucoup de respect et puis de partage et tout. Parce que, ben, comme tu dis, en fait, le chemin, t'es un peu en mode découverte. C'est ça, en fait. Plus un kiff, en fait. Peut un voilà, petit quoi. peu céder. Après, ça, c'est une ambiance que je me disais que, en fait, il y a vraiment une bonne ambiance quand j'étais au niveau amateur au début du pro. Mais après, c'est vrai que dès que tu passes pro, c'est un autre délire. c'est pas pareil non plus. C'est pas non plus la même ambiance parce qu'il y a au final très peu de place. Il n'y a pas non plus énormément de sponsors pour tout le monde. Donc c'est vrai qu'au final, celui qui s'en sort, c'est celui qui va passer devant l'autre. Évidemment, donc, c'est la règle un peu. Okay. C'est le haut niveau, c'est pas non plus tout beau tout rose, quoi. Ouais, je comprends. Et à partir de quand vraiment tu sais que genre c'est décidé que c'est bon, ça sera là-dedans et où déjà tu as aussi j'allais dire concrètement des petits signes qui te prouvent que c'est concret, quoi. Moi, de toute façon, depuis toujours, j'ai toujours su que le vélo, c'était ma passion, quoi. Moi, ce que je voulais, même je me souviens quand j'avais 10 ans, que j'étais chez mes parents et que j'étais tout seul, moi, je voulais être dans les meilleurs, quoi. Ouais. Je me disais, plus tard, je serais vraiment dans les meilleurs dans le vélo. Après, je me disais pas, je veux que le vélo, ce soit mon métier, je veux gagner de l'argent avec ça, je veux... Non, moi, ce que je voulais, c'était vraiment être dans les meilleurs. Ouais. Et... donc ensuite, quand j'ai eu mon bac, 19, 20 ans, là ça a commencé, donc je te dis à ce niveau silver. Et après, donc c'est quand j'ai eu 20, 21 ans que j'ai commencé à performer entre guillemets au plus haut niveau. Là, j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent avec mes sponsors, assez pour payer ma saison. Donc la saison, elle me coûtait plus d'argent. D'accord. Donc en fait, après le bac, moi ce que je voulais, c'était faire comme la plupart ont fait, c'était arrêter les études et se consacrer qu'au vélo, en fait. Ça, s'entraîner. Ouais. Moi, c'était vraiment mon plus grand souhait parce que je sais que les 2-3 autres qui sont professionnels en France, ils ont fait ça. D'accord. Mais c'est vrai que pour mes parents, c'était compliqué de dire OK, fais ça et on verra. Truc, bien sûr. Donc ils ont souhaité que je fasse des études. Donc c'est vrai qu'après le bac, je suis parti faire le management du sport, donc STAPS à Rodez pendant 3 ans. Et à côté, en fait, je faisais les compètes, je m'entraînais. Je me souviens, j'allais en cours le matin, l'après-midi, j'allais m'entraîner. Et après l'entraînement, je faisais les cours le soir, enfin, j'arrêtais pas, quoi. Ouais. STAPS, c'est vers Bourran, c'est ça? Ouais, exactement. Moi, j'étais de l'autre côté du pont. J'étais à l'école de commerce EGC. C'était un peu, tu sais, les STAPS et les EGC, c'était la guerre, quoi. Moi, j'allais juste en cours, après, j'allais rider. Non, mais je me souviens, les STAPS de l'autre côté, Et du coup, moi, j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai réussi à avoir mon diplôme. Et puis, en fait, voilà, au moment où j'ai eu mon diplôme, mes parents, ils ont accepté que j'ai pas besoin de travailler pour vivre parce que du coup, c'est vrai que je gagnais pas assez d'argent pour pouvoir vivre du vélo. Bien sûr. Donc, ça me commençait à rentrer un petit peu d'argent pour faire ma saison. Mais du coup, je vivais chez mes parents à cette époque-là et je m'entraînais. Okay. Et puis, ça a quand même assez rapidement pris. Je pense que quand j'ai eu 22 ans déjà, 23 ans, ça a commencé à devenir vraiment mon métier, quoi. Sérieux, Voilà, devenir sérieux. C'était au début des salaires très simples, mais ça me permettait, de pouvoir faire du vélo et que ça me coûte rien et d'aller m'entraîner tous les jours, d'aller sur toutes les compétitions. Et puis voilà. D'être serein, c'est ça. Mais j'ai quand même percé assez tard. D'accord. La plupart des gars, je prends l'exemple d'un Français, Thomas Lemoine. Lui, il a accédé au plus haut niveau quand il avait 16-17 ans, quoi. D'accord. Et moi, ça a été plus 22-23 ans. Donc, j'ai percé assez tard. D'accord. Donc après, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas fait d'études? Est-ce que j'aurais percé plus tôt? Est-ce que je me serais blessé? Enfin, je sais pas. De toute façon, tu te posais pas la question parce que c'était ton truc et tu savais que t'allais à 100% dedans, quoi. C'est ça. Okay. Ouais. Si on revient là maintenant, si on a vu ton parcours, si on part plus sur la discipline en elle-même, parce que ce que j'aimerais aussi à travers cette vidéo, c'est que Monsieur Tout le Monde en fait arrive à capter un peu le quotidien, qu'est-ce qui se cache derrière. Première chose que je voulais savoir déjà, c'est comment et à quelle fréquence est-ce que tu t'entraînes là? C'est quoi ton quotidien? C'est quoi tes journées en fait? Alors mes journées, elles sont assez variables en fonction de sur quoi je travaille. C'est si je prépare une compétition. Si c'est l'entraînement hivernal, si je prépare un projet vidéo. Donc il y a plusieurs types de journées, mais par exemple, tu vois, aujourd'hui c'était une journée type pour moi où je me lève le matin, je fais mes mails, donc ça c'est toute la gestion avec les sponsors,
Là, en ce moment, vu que j'organise aussi mon événement, donc c'est aussi avec gestion avec des athlètes. Donc, il y a quand même aussi pas mal d'administratifs, entre guillemets, ou gestion financière aussi. D'accord. C'est pas au final, le temps sur le vélo, c'est peut-être 30%, quoi. Ah ouais. Ouais, parce que. En comptant les entraînements? Ouais. Ah ouais. Parce que du coup, il y a aussi beaucoup, donc par exemple, comme aujourd'hui, tu te lèves, tu fais tout ce qui est les emails et tout ça. Donc ça prend quand même pas mal de temps, tout ce qui est la relation avec les sponsors. Et après, là, je suis parti à mon terrain d'entraînement où il y a toujours aussi de l'entretien sur ce terrain-là. D'accord, ouais. Où avec l'humidité, il y a le bois et les structures en bois qui se désagrègent, donc il faut changer. T'es situé où là du coup, là, ton terrain d'entraînement, il est où? Il est du côté de Cambura, Cardaya, quoi. Ok. Et du coup, il y a pas mal de maintenance. On appelle ça du shape en fait. Donc c'est de l'entretien, quoi. Un terme anglais, de l'entretien. Donc voilà, vu que c'est des bosses en terre, il faut que ce soit tout le temps nickel. Donc tout c'est bâché, etc. Donc tu débâches. Après à la pelle, tu lisses au râteau, tu arroses, tu fais tout que ce soit nickel. Donc là, tu vois, aujourd'hui, j'ai passé peut-être 3 heures à faire ça. Et après, je me suis entraîné pendant 1h30. Donc en fait, voilà, la journée type. Et après, je rentre chez moi. Peut-être j'ai un nouveau vélo à monter, donc je monte ce nouveau vélo. Puis après, tu as des appels entre temps. Donc en fait, il y a toujours un truc à faire. Mais après, j'essaie de m'entraîner le plus possible. Donc généralement, c'est 6 jours sur 7. Quoi. Parce que genre, t'as pas d'équipe du coup de gens qui vont t'assurer la technique, quoi. Tu fais tout toi-même, quoi. Ouais. Et puis je réfléchis sans arrêt à des nouvelles figures, à des nouveaux projets. En fait, c'est vraiment un truc. C'est 24 heures sur 24, quoi. C'est un truc qui se vit, quoi, clairement. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de vacances, il n'y a rien parce que. Non, Mais, et après, tu voyages beaucoup du coup parce que j'imagine les compétitions, c'est pas ici, c'est à l'international. Donc tu es sans arrêt sur la route. Ouais. Je dirais que de mars à octobre, c'est vraiment sans arrêt. Je vis sur Figeac et je passe pas mal de temps à Figeac, mais je suis tout le temps à droite à gauche. C'est ton point de chute, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est là où je m'entraîne, c'est là où j'ai ma famille et moi je suis quand même vraiment très proche de ma famille, donc je suis content d'habiter là où ils habitent aussi. Et voilà, mais après oui, je me déplace énormément. Généralement la saison ça commence en Nouvelle-Zélande, après on va en Afrique du Sud, après Australie, Angleterre, Canada, Espagne, États-Unis, ça déroule quoi. Et c'est pas trop chaud genre de le gérer avec la vie perso, je pense que ta famille te suit, mais de façon globale, comment tu arrives à gérer ça avec l'équilibre perso? Enfin, j'imagine comme tu es à fond, tu es pleinement heureux, mais je veux dire à côté de ça, je sais pas moi, typiquement c'est pas compatible avec une vie amoureuse, construire une famille, etc. Tu vois? Ouais, c'est compliqué. Après, je suppose aussi qu'il y a un âge pour faire ça. Ou jusqu'à quel âge en fait tu rides comme ça? Moi j'ai 28 ans et je pense que j'ai encore 5-6 belles années devant moi au meilleur niveau. Et après voilà, en fait, moi j'ai pas envie de rester à haut niveau pour rester à haut niveau et avoir une fin de carrière où ça descend doucement. Moi j'ai envie de m'arrêter quand je serai au top. Quand ce sera le bon moment. Quand ce sera le bon moment et quand j'en aurai plus envie. Mais là pour le moment, moi vraiment j'adore ce que je fais. Je veux faire ça le plus longtemps possible tant que ça me procure du plaisir et que je suis en bonne santé et voilà quoi. Mais c'est sûr que c'est pas facile de trouver un équilibre à travers tout ça parce que du coup, je suis souvent surmené, quoi. Il y a tout le temps un truc à faire, tout un truc à penser et c'est vraiment très dur à travers tout ça de prendre du temps de repos, du temps pour soi et du temps perso, quoi. De s'évader dans d'autres trucs aussi. Parce que c'est une affaire d'équilibre aussi, c'est-à-dire que moi, à mon échelle, tu vois, je m'investis beaucoup typiquement dans la vidéo. Mais en fait, en dehors, si t'as pas aussi d'autres choses qui vont te faire sortir, puis en plus, c'est une discipline créative que tu as. Donc, si jamais t'arrives pas à sortir du guidon, t'es cuit au bout d'un moment. Il faut vraiment arriver à prendre du temps de repos, du temps à faire autre chose, parce que sinon, après, il y a plus de plaisir, il y a des risques de blessures. Et moi, souvent, quand je me suis blessé, c'est quand j'étais trop à fond. Du coup, si tu t'arrêtes pas, c'est ton corps qui t'arrête. Et c'est surtout ça en fait qui est compliqué pour moi à gérer, c'est qu'il y a tellement de trucs à gérer en dehors de l'aspect simplement vélo que après c'est aussi parce que j'entreprends plusieurs choses à la fois. Je fais pas seulement de la compétition, ce serait en fait plus simple si je faisais que de la compète, parce que du coup tu t'entraînes pour ta compète, tu fais ta compète, hop, et en fait tout est assez bien planifié. Mais c'est vrai que au milieu des compètes, j'essaie de faire du coup des vidéos créatives pour moi, pour mes sponsors. J'organise mon événement, je fais aussi du freeride. Donc en fait, il y a toujours
quelque chose à faire. Ouais. Donc c'est vrai, il y a rien qui est vraiment tracé, quoi. Ouais, Donc ça peut varier un peu aussi. Sans arrêt réajuster en fait. Okay. Parce que tu prévois des trucs, en début d'année, tu te dis je vais faire ça. Et en fait, tu arrives et bah, tu peux pas, il y a une compète, donc tu peux pas filmer avant cette compète parce que c'est un risque de se blesser. Ouais, il y a beaucoup d'ajustements à faire. Ok. Comment tu fais pour, justement, tu nous parles de l'aspect créatif et du fait qu'il faille sans arrêt se réinventer. Comment tu fais pour t'inspirer justement? Parce que je suppose qu'au début, comme tout le monde, tu dois reproduire ce que tu vois auprès des autres. Mais après, quand tu atteins un niveau comme le tien, comment tu fais pour te distinguer, pour imaginer, pour créer de nouvelles choses et chercher l'inspiration? Ça, c'est une question intéressante. Donc, c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, je m'inspirais beaucoup de certains athlètes dans le vélo pur, quoi. Ouais. Et c'est vrai que du coup, avec l'ouverture d'esprit d'Adrien, ça m'a aidé aussi à un petit peu m'ouvrir à d'autres horizons. Et moi, je m'inspire en fait de tous les sports un peu d'action, quoi. Donc, je regarde beaucoup de skate, beaucoup de ski, beaucoup de snowboard. Et en fait, c'est là où tu vas arriver à voir des gars qui font une certaine figure, ou même un BMX street, tu vois, dans la rue. Donc, je me dis, ah, le mec, il fait ça. Est-ce que j'essaierai pas de le faire moi avec mon vélo? Et du coup, c'est un peu un mélange de tous ces sports-là. Et puis après, sinon, des fois, c'est dans ma tête, dans la nuit, tu vois, tu te réveilles, t'as une idée, et du coup, tu la notes sur ton tel, et puis après, le lendemain, moi, je vais dans mon bac à mousse et j'essaye cette idée, ou des fois, tu dois construire la structure que tu imagines pour essayer. Donc, tu passes du temps à construire, et puis des fois, ça marche pas du tout. Donc, t'as un peu perdu du temps, mais puis des fois, ça marche, et ouais, donc c'est que des tests, en fait. Tu fais des tests, et t'en rates beaucoup, et puis t'en réussis une, et ouais, c'est vraiment... Mais genre, tu vois, pour se distinguer, moi je sais que, comme je te disais, j'ai fait du web créatif à une époque et j'avais une chaîne en fait où je faisais des interviews de studios créatifs. Et il y a un studio que j'ai accueilli un jour qui était un très gros studio qui s'appelle Immersive Garden qui est basé à Paris, et le boss, donc Dilshan, me disait que lui, en fait, quand il cherchait l'inspiration, le premier truc qu'il faisait déjà, c'était fermer l'ordi. Alors que c'était des sites web, tu vois. Et en fait, il allait chercher ailleurs. C'est-à-dire dans l'expo, il allait voir des films, il ouvrait un livre, il cherchait. Et en fait, du fait que tu as un œil extérieur et que, voilà, parce que j'imagine que comme tout le monde, tu auras beaucoup les réseaux sociaux, tu dois être abonné qu'à des comptes de mecs qui font ça. Ton œil à force est formaté et tu fais toujours un peu les mêmes choses, tu reprends toujours le même truc, tu vois. Alors que lui, il disait justement le premier truc, c'est que je fermais tout ça et j'allais voir des trucs ailleurs dans d'autres disciplines et ça te donnait des idées qui peuvent, même dans la nature, tu vois, t'as plein de trucs, des inspirations. Je sais pas, toi typiquement, tu peux aller voir de la danse classique, des trucs comme ça où t'as des mouvements, des choses comme ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est l'inspiration en termes de figure, mais nous aussi, on peut aussi avoir de l'inspiration juste en termes de modules, par exemple. Ouais, carrément. Donc admettons, tu vois, un module classique, c'est vraiment un tremplin avec une réception, et des fois je me balade moi dans la nature ou quoi et je vois un rocher et je me dis est-ce que là j'arriverai pas à sauter là, et puis en fait du coup je suis pas mal inspiré aussi. Les deux sont importants quand en fait. Ouais, exactement. Même la structure. Parce que maintenant en fait, et surtout avec le freeride, tu peux venir innover et créer juste en faisant par exemple un énorme saut par-dessus un truc ou moi, quand je conduis, je suis tout le temps en train de regarder les champs, tout, et du coup, je me dis, est-ce que là, j'arriverai pas à faire une bosse là? Des fois, c'est juste être innovant, c'est faire une belle bosse à un bel endroit, par exemple, tu vois. Bien sûr. C'est pas que l'aspect figure, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ouvre beaucoup d'autres portes. Ouais, c'est hyper ouvert comme voilà, c'est ça. Comme secteur. Donc du coup, l'aspect et même aussi l'aspect créatif peut être aussi dans la manière de filmer cette figure ou de monter une vidéo. Donc c'est vrai que moi j'essaie de regarder beaucoup de films, de m'inspirer de plein de trucs pour après travailler avec mes caméramans et essayer de faire un montage vidéo, une manière de filmer différente. Donc tu bosses quand même avec des gens pour l'aspect vidéo, puis maintenant tu bosses avec d'autres personnes. Oui, parce qu'après du coup, moi je peux pas me filmer pendant que je roule. Sûr, évidemment. Donc après moi j'ai des sponsors qui bossent avec des caméramans qui ont une cellule média, donc je bosse principalement avec eux. Et puis voilà, je bosse avec 3-4 caméramans différents, des photographes aussi. Et puis, trop cool. Ouais, c'est trop cool. Sur une autre thématique, on va dire, est-ce que tu as déjà eu des grosses blessures, des choses qui vraiment t'ont fait douter et où ça a été difficile de repartir, et comment tu as géré ça? Alors j'ai eu des grosses blessures, ouais, mais ça m'a jamais fait douter à me dire est-ce que je continue ou pas. Bien sûr. Je dirais que en 2019, du coup, l'année où j'ai commencé à percer entre guillemets, je me suis cassé la clavicule sur une compétition et j'ai fait un gros KO. Du coup, j'étais out pendant, je
crois 2 minutes, donc c'est assez long quand même. Wow, et du coup, après, et en fait, c'était assez particulier parce que pile un mois après ce crash-là, j'étais invité à la compète la plus importante. Moi, c'était la compète qui me faisait rêver, quoi. C'est cette compète au Canada à Whistler. Okay. Ça s'appelle la Joyride. C'était un rêve de gosse. En fait, je me suis blessé sur une compétition un mois avant en Autriche. Et je crois que une semaine avant de participer à cette compète en Autriche, je reçois le mail d'invitation pour cette grosse compète, quoi. Je me dis, c'est ouf. Donc, je vais quand même aller en Autriche pour me préparer et tout. Et là, je me pète la clavicule le jour des finales. Mais j'ai quand même pu aller à cette compétition au Canada parce que j'ai été pris en charge par un super chirurgien à Lyon qui m'a opéré le lendemain. On a mis une plaque, il a fait ce qu'il fallait et du coup j'ai quand même pu participer à cette compétition, ce qui était ouf. Du coup, c'est vrai que c'est très important d'être bien suivi aussi au niveau blessure. Du coup, j'ai fait la clavicule, j'ai fait le poignet. J'ai eu un gros traumatisme au genou en filmant du coup My War 2 sur la dernière figure, mon genou a tout qu'à lâcher, quoi. Et du coup, parce qu'on le voit dans la vidéo quand tu chutes, c'est ça. C'est une plateforme qui était à 5,50 m, 6 mètres de haut, où je tombe tout mon poids sur le genou et du coup la jambe elle est partie à l'envers et il y a plusieurs ligaments qui se sont arrachés, et le plateau tibial. Et du coup, ça m'a arrêté au final que 3 mois, ce qui est pas énorme comparé au traumatisme que c'était. Et bien sûr, ouais. Ça, et après, ouais. Et jamais un truc qui te fait douter non, d'arrêter. Là, je me suis cassé le pied l'année dernière au Canada, mais ça allait. Non, le seul truc qui m'embête vraiment, c'est quand on vient faire des KO et des grosses commotions, parce que ça, c'est vrai qu'on n'a pas trop de recul sur après. Bien sûr. Et donc on est protégé avec des casques et tout, mais c'est vrai que c'est un sport où on est tellement vite et près du sol que des fois quand tu perds la roue avant ou quoi, c'est direct la tête et ça c'est pas bon, quoi. Ouais. C'est vraiment pas bon, mais bon. Ça fait partie du truc. Ouais. Est-ce que tu considères aujourd'hui que, pour parler plus de la discipline un peu et de comment ça a évolué, est-ce que tu considères aujourd'hui quand même que tu arrives suffisamment à avoir une rémunération, disons, suffisante pour arriver à bien vivre durablement, tout du moins sur la période où tu pourras être pro en termes d'âge, comme tu nous disais. Est-ce que, en gros, ça va, ou est-ce qu'il y a encore des progrès à faire, on va dire, sur la façon dont est considéré, on va dire, ce sport? Là, j'ai atteint, je dirais, depuis 1 ou 2 ans, le niveau, pas le niveau que je souhaitais parce qu'on veut toujours mieux, bien sûr, mais vraiment un niveau où je suis très content quand je prends du recul et que je regarde le Paul que je suis maintenant. Si on m'avait dit tu sauras ça quand j'avais 12 ans, j'aurais jamais cru. Direct, j'aurais même pas cru en fait, je pense. Et du coup, non, il faut aussi. C'est vrai que l'humain fonctionne comme ça, à toujours vouloir plus, mais des fois c'est bien aussi de se poser et de prendre un petit peu de recul, de voir ce qu'on a déjà accompli. Et de dire bon, c'est déjà ouf, quoi. Et je dis pas que maintenant c'est que du bonus, parce que non, j'ai toujours envie de pousser à fond, mais déjà je me dis au pire, si même ça s'arrête maintenant, c'est déjà génial. C'est tout à fait, ouais. Mais non, après moi je suis quelqu'un qui adore pousser au maximum, donc je vais continuer à atteindre encore plus d'objectifs, mais c'est vrai que non, en termes de rémunération, moi je trouve que c'est vraiment cool. T'es content, ouais. Ouais, non, c'est génial déjà de pouvoir arriver à vivre de ça. Oui. Après, c'est pas des salaires de footballeur non plus, mais bon, moi je fais pas du vélo pour faire de l'argent. Enfin, j'optimise ma carrière au mieux et l'aspect finance aussi, parce que du coup, s'il y a de l'argent à prendre, autant le prendre et le gérer au mieux. Mais c'est vrai que tu commences pas à faire du slopestyle en te disant putain, je vais vraiment gagner des millions. Non, bien sûr. Tu gagnes bien ta vie et ça c'est super. Mais voilà, après, faut être intelligent et il faut faire des investissements pour l'après-carrière et tout ça, quoi. La question c'était c'était pas tellement en termes dans l'absolu de chiffres, mais plus de se dire est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un qui comme toi côtoie le plus haut niveau en fait, est-ce qu'en gros c'est faisable aujourd'hui d'en vivre, quoi, tout simplement? Non, c'est faisable d'en vivre. Après, tu vois, par exemple, en France, de vivre du slopestyle, on est 2, quoi. Ah ouais. Donc il n'y a pas beaucoup de monde. Et c'était aussi ma question de savoir si c'était représenté beaucoup la France. Non, c'est très compliqué. C'est pour ça aussi que mes parents, quand je leur ai dit moi je veux vivre du slopestyle, et qu'ils m'ont dit mais il y en a combien? Je sais pas, 2, 3, quoi. Ah ouais, compliqué, quoi. Moi, je me suis quand j'étais à l'école, au collège, surtout au lycée, mes profs ils me disaient le slopestyle c'est pas un métier, quoi. Ouais. Et je dis
Si. On verra. Tu verras quoi. On verra, ouais. Mais les gens croyaient pas trop, même ma prof de sport, tu vois, je sais que ils étaient pas contents quand je ratais les cours de sport pour aller faire des compètes et tout, alors que j'allais pas faire n'importe quoi. Donc j'étais pas trop soutenu, tu vois, même au lycée, les profs, et surtout que c'est un sport qui est quand même un peu niche, qui est pas trop connu. Ouais. Bien sûr. Donc c'était un peu compliqué pour les gens, et je comprends, hein, c'est compliqué de croire que tu peux vivre de ça. Et tu vois, dans le monde, on est 10 avec du slopestyle. Après, des freeriders qui vivent bien, t'en as 10-15. Donc, si dans le monde, en tout, t'as peut-être 50 personnes qui vivent de ça, c'est le maximum, quoi. Ah ouais. Donc, c'est quand même hyper que dalle, niche, quoi. Ouais, c'est hyper niche. Ouais. Tu sais que j'ai un souvenir par rapport à ce que tu dis qui me vient, parce que j'ai été donc en école de commerce à Rodez. Ouais. Et j'étais en école en fait avec Lilian Calmejane qui est un cycliste d'Albi. Ok. Et à l'époque où on était en école de commerce, donc c'était 2010-2013, lui pareil, mordu de vélo, donc plus il roulait, lui c'était plus Tour de France, etc. Voilà, un cycliste route. Et à l'époque, il y avait une prof qui lui avait dit justement mais qu'est-ce que tu crois que tu vas gagner le Tour de France, un truc comme ça. Et en fait, il s'avère que alors malheureusement cette prof est décédée entre-temps, mais il s'avère que il a gagné une étape du Tour de France et une étape de la Vuelta, donc le Tour d'Espagne. Et je suis certain que le jour où il a gagné, on s'est tous dit la même chose, on y a tous pensé au même moment, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est dingue, les histoires comme ça, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, moi, après, ça m'a donné encore plus de force, hein, au final. Voilà, non, mais c'est vrai que c'est un parcours qui est tellement vaste et compliqué pour atteindre le haut niveau que c'est vrai que quand tu débutes, même aujourd'hui, un jeune qui me dit comment tu fais pour être pro dans ce sport-là, il n'y a pas de recette, quoi. Bien sûr. Parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes d'entraînement. Moi, je sais que j'ai pas l'impression vraiment d'avoir du talent sur un vélo, mais je suis très travailleur. D'accord. Et je trouve qu'il y a des mecs qui ont plus du talent et qui vont arriver à rapidement prendre des figures. Donc en fait, voilà, on a tous des méthodes d'entraînement différentes. Ouais. Bah déjà, je pense que ce qui fait beaucoup, c'est le fait de durer dans le temps. Parce que ça fait combien de temps que tu fais déjà ? Exactement, et ça c'est une bonne question aussi parce que surtout de nos jours où on a beaucoup accès aux réseaux sociaux et que les gens aiment le renouveau. Tu vois, les gens, ils sont comme ça toute la journée à scroller sur Instagram. Donc tu vois un truc, tu veux plus, tu changes. Et donc, c'est vrai que faire une carrière et durer dans le temps, c'est ça qui est le plus dur. Ouais. Ça fait combien de temps, là, toi, en tout, que t'en fais à peu près ? Bah, au niveau, je dirais que ça fait 5-6 ans. Ouais. Et après, quand j'ai commencé à 12 ans, là, j'ai 28 ans. Donc, ça fait 12, ça fait 16-17 ans que je fais ça, quoi. Ouais, donc t'as duré quand même pas mal, quoi. C'est ça, c'est ça. Après, en fait, c'est ce que je dis aux gens, c'est que atteindre le haut niveau, c'est très compliqué, mais c'est encore plus dur d'y rester. Maintenir, Ok, c'est ça. Comment on rentre dans une banque un jour où on a envie d'investir, d'acheter une maison et de dire au banquier, voilà, je fais du slopestyle en professionnel, j'aimerais acheter une maison. Comment tu fais ? Le banquier, il fait une drôle de tête. D'accord. Okay. Ouais, bah justement, quand j'ai voulu acheter ma maison arrivé, toi. ici, c'est compliqué parce que c'est un sport à risque et c'est une carrière qui est courte. Donc, tu gagnes bien ta vie pendant 10 ans de ta vie. Ouais. Mais voilà, après, c'est vrai que du coup, c'est pas un CDI. Bien sûr, Donc, c'est assez compliqué. Après, ça fonctionne. Ouais. Mais c'est sûr que c'est un parcours qui est tellement atypique que surtout un banquier qui connaît pas le slopestyle, il comprend pas, quoi. Bien sûr. Parce qu'après, on est d'accord qu'au niveau administratif, juridique, en fait, toi, c'est une entreprise que tu as finalement derrière. Ouais. Voilà. Donc, il y a quand même des bilans, etc. Il y a des chiffres et donc il peut se baser sur un truc. Oui, absolument. Ouais, c'est vraiment une entreprise. Ouais. Ok. J'avais aussi, je voulais parler un petit peu de la suite. Alors, tu l'as un petit peu évoqué, mais comment toi, du coup, tu gères l'après-carrière ? Est-ce que déjà, toi, c'est des choses auxquelles tu penses et comment ça se gère, surtout dans cette discipline-là, en fait ? C'est quelque chose à laquelle je pense juste, en termes, j'essaie de faire des investissements pour que après, quand moi, tout ça s'arrêtera, j'ai pas à me stresser d'aller devoir trouver un boulot que j'aime pas, quoi. Ouais. Et de me dire, putain, il me faut gagner ma vie, alors que là, moi, c'est quand même un métier qui est un métier de passion. Bien sûr. Où je me lève tous les matins et ma question, c'est quelle figure je vais faire, quoi. Ouais. Et j'ai jamais, en fait, fait de vrai travail. Ouais. Et du coup, c'est vrai que
c'est un mode de vie, je pense que si tu y goûtes et que tu es habitué à être ton propre patron et à gérer ta vie comme tu le veux, je pense que j'aurais du mal à travailler pour quelqu'un. Bien sûr. Après, je me stresse pas vraiment trop avec l'après-carrière parce que je sais que j'ai un tempérament à être assez entreprenant ou à me débrouiller, donc je suis pas vraiment stressé. Et puis je me dis que arriver à accomplir ce que j'ai accompli là, c'était quand même vraiment compliqué. Donc je me dis dans tous les cas, je trouverai. Ouais. Et puis voilà, on peut soit rester dans l'industrie et travailler avec ses sponsors à développer des produits. On peut juger des compétitions, même si c'est pas vraiment un vrai métier à part entière. On peut faire de l'événementiel. Il y en a qui commentent. Il y en a. Soit tu peux rester dans l'industrie, soit tu peux aussi sortir et faire quelque chose de nouveau. Je sais, pour le moment, je sais pas. J'ai pas de réponse. C'est sûr que l'après-carrière, c'est quelque chose que je pense un petit peu plus que quand j'avais 18 ans. Bien sûr. À l'époque, quand j'avais 18 ans, je comprenais pas que les mecs, ils arrêtent à 32, 33 ans. Je me dis, c'est pas possible. Et maintenant, je comprends pourquoi ils arrêtent parce que c'est une vie qui est tellement stressante. Et tellement à 100 à l'heure que, en fait, c'est même pas forcément l'aspect physique, pas tant physique, qui t'arrête, ce que j'allais dire. Mais c'est trop pour la tête, quoi. C'est trop de stress. Parce que du coup, les compètes, c'est des montées de stress qui sont quand même énormes, du moins pour moi. Les sponsors, c'est quelque chose qui est aussi très stressant parce que, surtout de nos jours, le contexte économique, il est quand même compliqué. Bien sûr. Donc, tu peux te faire, comme ça d'une année à l'autre en fait. Donc là, moi j'ai l'exemple d'un Français qui roule au plus haut niveau avec moi. D'une année à l'autre, il a perdu son sponsor principal de vélo. Et donc là, c'est quand même... Là, c'est fin de carrière du coup? Non, c'est pas fin de carrière parce que du coup, il a quand même d'autres sponsors pour l'aider à vivre. Mais c'est quand même déplorable de perdre un sponsor vélo comme ça alors que le gars performe. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose, c'est pas une science sûre quoi. Les sponsors, tu vas être au goût du jour, tu vas plaire, on te paye et puis après on veut changer, prendre quelqu'un d'autre et tu peux te faire next next quoi, tu vois. Et donc ça c'est quelque chose qui est quand même assez stressant et c'est pour ça que du coup on essaie de signer des contrats sur 2-3 ans comme ça t'assure plus de longévité. Mais c'est vrai que l'aspect sponsor, il est très stressant dans notre sport parce que c'est ce qui nous fait vivre en fait. Tu peux évoquer toi déjà à aujourd'hui, tu as le droit de dire là les sponsors qui te parrainent toi aujourd'hui? Ouais. Moi, mon sponsor principal, c'est mon sponsor vélo qui s'appelle Commensal. D'accord. Et en fait, pour la petite histoire, moi, j'ai jamais eu d'autres sponsors vélo que Commensal. D'accord. Donc ça, c'est quand même cool parce que du coup, ça fait vraiment une histoire. Ça crée de la fidélité quoi. Bien sûr. Donc là tu vois cette année j'ai fêté mes 10 ans de sponsoring avec eux. Donc au début si tu veux il y avait même pas de salaire mais il y avait de la dotation de vélo, il y avait un petit peu de média budget et tout ça. D'accord. Donc ça fait 10 ans que je suis avec eux donc ça c'est quand même vraiment cool de pouvoir travailler sur 10 ans avec une marque. Après il y a Monster Energy qui est donc du coup une marque de boissons énergisantes que j'ai depuis 3 ans. Qui sont très très présents dans ce genre de secteur. Très présents dans ce genre de sport et qui moi ont fait encore plus décoller ma carrière parce que du coup ils ont une grosse visibilité, bien sûr, une grosse notoriété. Donc c'est vrai que quand tu fais un sport extrême, si tu es sponsorisé par une marque de boissons énergisantes, ça montre que ça te rend crédible. Ça te rend crédible exactement. Après Michelin qui est un sponsor français qui me sponsorise pour les pneus. Après il y a marque d'habits Volcom. D'accord. Voilà, que j'ai signé cette année et ça c'est vraiment cool aussi parce que c'est des habits qui fit vraiment moi avec ma vibe et avec comment je m'habille. Bien sûr. C'est ça que j'aime aussi beaucoup dans ce sport, c'est que tu t'habilles comme tu veux quoi. T'as pas une habit où t'as besoin d'être tout serré. Moi j'aime bien rouler avec des baggy, des trucs stylés comme si j'allais faire du skate ou si tu peux partir en soirée quoi. Et du coup ça correspond vraiment bien à ce que j'essaie de retranscrire. Et après les autres sponsors c'est vraiment des marques très précises de vélos, de composants, de fourches, de roues. Mais c'est cool parce que surtout si en fait t'es avec eux depuis pas mal de temps, t'as une vraie relation humaine en fait avec ces marques-là. Exactement, cool. C'est ça qui est aussi très important quand tu es un athlète, c'est de venir entretenir ces relations parce que c'est pour ça que je te dis que l'aspect vélo des fois c'est que 30 ou 40%, c'est qu'en fait il y a énormément de relationnel. Bien sûr. Où tu as des meetings, où tu as des réunions et tu vas voir et tu discutes, tu parles de tes projets, tu parles de ce que tu aimerais améliorer.
faire des projets vidéo avec eux. Et ouais, du coup, c'est hyper large en fait. Ouais. Et je pense que si on m'avait dit ça au début, j'aurais jamais compris qu'est-ce que c'était en fait qu'être professionnel en slopestyle. C'est que Ouais. en fait, tu gères une entreprise en fait, quoi, tu vois. Ouais. Mm. Ok. Et tout l'aspect relationnel avec, pareil, ça aussi j'imagine, l'aspect relationnel avec les marques, parce qu'il y a quand même des négociations, j'imagine, Ouais. ce genre de choses. Donc tout ça, c'est toi qui le gères ou t'es aidé par tes parents, par des juristes, comment ça se passe? Je suis pas aidé par mes parents parce qu'il faut parler anglais. Et c'est pas trop leur truc. Non. Ok, d'accord. Pas toi, à la limite, si tu veux. En occitan, oui, il y a Ouais, moyen. occitan. Mais non, après, non, il y a quelques sponsors où je parle français, mais c'est vrai que 60 ou 70% de mes sponsors, c'est quand même en anglais. Moi, j'ai eu des managers, des agents. J'en ai eu 2 différents dans ma carrière. Ça s'est jamais vraiment bien passé. D'accord. Alors, ça peut être bien, je dirais, pour un jeune qui veut commencer, parce que c'est vrai que tu sais pas trop comment négocier, tu sais pas trop comment te vendre. Et puis, tu as des gens qui sont faits pour ça ou qui sont pas faits pour ça. Bien sûr, ouais. Et moi, j'ai vraiment appris sur le tas à comment négocier, à comment arriver à ses fins le mieux possible. Et c'est vrai que depuis 2 ans maintenant, je fais ça tout seul et c'est là où j'obtiens les meilleurs résultats parce que du coup, tu parles directement à un team manager. Bien sûr. Tu vas vraiment lui montrer ce que tu as envie, à quel point tu es motivé et si tu te débrouilles bien, voilà, tu arrives quand même généralement à un petit peu négocier comme tu le souhaites. C'est toujours compliqué d'un agent parce que du coup, c'est une personne tierce qui va parler pour toi, mais du coup, lui, ce qu'il veut, c'est se faire de l'argent sur ton dos. Enfin, il y a des gars qui ont des agents, mais c'est vrai que quand même, dans la plupart du temps, c'est surtout un petit peu au début de ta carrière où tu as un agent. Et puis dès que tu commences à avoir assez de notoriété, de confiance en toi, la plupart des gars arrêtent et ils font tout eux-mêmes. Je dirais que la culture des agents et des managers, elle est un petit peu plus présente aux États-Unis, en Amérique du Nord, avec les Canadiens, les Américains. Mais en France, on a quand même un côté où on aime bien parler directement avec un gars. Et je sais que moi, mes team managers, ils sont pas fans des agents. Ouais, ok. Après, en soi, j'imagine que, comme tu disais, étant donné qu'il y a une relation aussi de longue date, parfois, au fur et à mesure du temps, je suppose que même dans les négociations, il y a des choses qui sont quand même logiques et qui suivent la carrière. Exactement. C'est moi, bon je sens, sais par exemple avec Commensal que ça ne marchait pas de mettre un agent au milieu de tout ça. Bien sûr, et que moi, Commensal, je les connais depuis 10 ans. On se parle entre 4 yeux et généralement, on arrive toujours à s'entendre. Ok, ouais, ça roule. J'aimerais faire quelques petites questions un peu en vrac et des questions un peu annexes. J'aime bien terminer un petit peu là-dessus. Est-ce que c'est possible, du coup, à aujourd'hui, selon toi, d'avoir une compétition de slopestyle à Figeac, par exemple? Tout est possible dans la vie. Moi, vraiment, je suis le premier à dire que tout est possible dans la vie. Ce serait juste voilà, de l'investissement en temps, économique et tout ça, mais ouais, tout est possible. Tu nous parlais d'un projet qui se faisait localement, je sais pas si tu en parles ou pas. Exactement. Alors voilà, moi donc c'est pas à Figeac, mais c'est du côté de Saint-Céré à 10 minutes, donc entre Figeac et Saint-Céré. Chez Maurice. Maurice, j'y tiens parce que c'est le chef Maurice et sa femme Christiane. C'est chez eux que du coup on fait cet événement-là. En fait, moi, c'est un terrain que j'avais pour faire une vidéo, pour faire My War 3 en fait. Un terrain que j'ai trouvé en rencontrant le fils de Maurice parce que je cherchais en fait un beau champ avec un beau point de vue pour faire vraiment des belles bosses et de belles prises de vue. D'accord. Et donc j'ai rencontré ce fameux Maurice qui est agriculteur et qui m'a laissé faire des bosses de 10 mètres dans son champ avec une pelle de 30 tonnes. Ouais, il t'a fait confiance là. Il m'a fait, au début, il a pas trop compris quand même, parce qu'au début, j'ai dit, bon là, on va faire... Ouais, c'est ça. Et j'ai dit, on va faire des bosses, mais on va venir avec une pelle mécanique. Mais il m'a dit, ouais, pas de souci. Mais il pensait que c'était une pelle de 1 ou 2 tonnes. Mais quand on est arrivé avec la 25 tonnes, il a dit, ah ouais, c'est une grosse pelle, quoi. D'accord. Et du coup, en fait, là-bas, il y a un gros terrain. Moi, je me sers pas pour m'entraîner, mais je m'en sers juste pour faire cet événement, en fait, tous les ans avec Monster, justement, qui s'appelle les Backyard Battle. Et du coup, l'événement, ça fait 2 ans qu'on le fait et ça a pris une ampleur tellement grande que maintenant, les 25 meilleurs athlètes au monde, ils viennent à s'insérer, en fait. Donc là, cette année, on a des gars qui viennent de Nouvelle-Zélande, d'Australie, des États-Unis qui viennent ici, quoi. Donc c'est quand même vraiment bien pour le local. Après, j'ouvre pas cet événement au public parce que du coup, ce serait des demandes différentes avec la préfecture et tout ça. Après voilà, les connaissances peuvent venir bien évidemment, mais c'est super d'avoir ça ici, quoi. Trop cool. Ouais. Ok.
En dehors du vélo, parce que bon, je pense que ça prend beaucoup de ta vie, mais qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du vélo? Est-ce que tu as d'autres choses dans lesquelles tu te réalises? Je pense que tu dois être très créatif en plus comme gars. Donc, ouais. Bon, moi, j'aime beaucoup aller à la pêche. Ok. On est dans le Lot, il y a pas de bras, c'est normal. Ça. Moi, j'ai pêche depuis toujours avec mes parents aussi, et mon père m'a fait goûter à ça depuis que je suis petit, donc je pense que c'est pour ça aussi. Mais moi, j'adore aller à la pêche parce que du coup, quand tu es à la pêche, t'es pas sur ton téléphone, tu as besoin d'être concentré, tu as besoin de regarder ce que tu fais, et ça me vide la tête en fait. Que j'attrape du poisson ou pas, je m'en fous. Mais c'est vrai que surtout la pêche à la truite où tu marches, tu vois, t'attends pas comme ça. Tu pêches à quoi du coup? Moi, je pêche au vif, mais non, pas au vif, au mormanier du coup. D'accord. Avec des petits vairons que morts, du coup, ils sont quand même pas violents parce que j'aime pas la pêche au vif. Sinon, après, avec des leurres souples, leurres dures. On va faire de la pêche à la mouche, mais ça demande du temps aussi. J'en ai fait, moi, de pêche au fouet. Je faisais moi-même mes mouches et au fouet, mon gars. C'est génial. Si t'as jamais testé, la sensation de prendre une truite quand tu pêches au fouet, c'est hors norme. Pour moi, c'est la pêche la plus noble. Après, c'est vrai que du coup, quand je vais à la pêche, j'y vais vraiment avec ce que j'ai et comme ça, je me prends pas la tête, quoi, tu vois. Mais ouais, la pêche en général, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien parce que ça me vide. C'est comme de la méditation pour moi. Bien sûr. Ouais, tu passes 4 heures dans la nature et tu regardes ton téléphone, c'est déjà 19 heures. Et ça, c'est vraiment un feeling que j'ai du mal à avoir de nos jours parce que tout le temps, à regarder tes mails, à regarder Instagram, à répondre au téléphone et ça permet de couper. Et ça, c'est vrai que faire ça, c'est cool. Donc la pêche, après, moi, j'aime bien garder vraiment une vie simple, tu vois, vraiment passer du temps avec mes parents, avec mes amis, un bon repas, avec de la bonne musique, simple en fait. C'est vrai. Tu penses que tu vas arriver dans le futur, une fois que ta carrière sera un peu plus derrière toi, tu arriveras à revenir à Figeac dans le Lot et avoir un rythme un peu plus classique, j'allais dire, parce que tu as quand même une vie qui est un peu à 100 à l'heure, quoi. J'espère. Ouais, j'espère. Moi, je serai content, je pense, quand ce sera fini d'être ici dans ma maison tranquille. Pas me stresser à savoir quel sponsor je dois appeler, qu'est-ce que je dois négocier, quelle figure, parce que j'espère ne pas me blesser, tout ça. Non, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de stress extérieur toute la journée, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui sera agréable aussi de peut-être être un peu moins stressé. D'apprécier un peu plus. Ouais. T'aurais fait quoi si t'avais pas fait cette discipline-là? Est-ce que tu crois qu'en pro, je pense que tu dois être bricoleur parce que pour avoir déjà monté tes modules, etc., déjà tu dois avoir une fibre peut-être là-dedans. Bah, mon père est très bricoleur, il fait tout lui-même, donc c'est vrai qu'il nous a quand même bien appris à comment travailler, surtout le bois du coup, parce que la plupart des structures elles sont en bois. Donc moi j'aime bien bricoler. Après, peut-être que j'aurais été pro en moto, je sais pas, j'aime bien la moto. Après, c'est vrai que la moto, c'est de plus en plus compliqué à en faire parce que ça fait du bruit, il y a moins de terrain. Par rapport à l'écologie, c'est compliqué, ça coûte cher. Donc, c'est vrai que moi, j'ai commencé par la moto, en fait. D'accord. Mais sauf que, bon, ça demandait beaucoup de temps à mon père de m'amener partout sur les circuits. Donc, c'est pour ça qu'aussi j'ai eu un vélo et je pouvais en faire un peu plus facilement, quoi. Ok. Mais après, on m'a déjà posé cette question, qu'est-ce que je ferais si je faisais pas de vélo, je sais pas. Ok. Je sais pas. C'est sûrement un boulot où je serais dehors. Ok. Ouais, je pourrais pas travailler dans un bureau et pas sortir, pas me dépenser, quoi. Ça roule. Paul, dernière question, ma question de tradition. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir de positif à partir d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait positif pour toi? J'aimerais bien du coup être invité à la Rampage, qui est la plus grosse compète au monde en freeride. Ça, c'est un de mes objectifs depuis les 3 dernières années, pour lesquels je travaille dur. Et puis sinon, vraiment prendre du plaisir, continuer de performer, ne pas me blesser surtout. Ok, bah écoute, c'est ce que je te souhaite alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance, en tout cas d'être venu. C'est très très cool de t'avoir reçu et puis je suis d'autant plus heureux qu'en fait tu as un profil bien plus créatif que ce qu'on peut imaginer, donc c'est très très cool. Je te remercie en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Un petit merci spécial à Cyril et à Guillaume qui ont permis cette interview et qui m'ont mis en relation avec Paul, donc c'est vraiment très très cool. J'espère que l'interview vous aura plu et vous aura inspiré. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas évidemment de liker, de follow, etc. C'est tantôt. Je vous embrasse. Ciao.